Rachel, merci d'être là. Florian, merci beaucoup de m'avoir proposé ce petit échange. On va attendre de voir un petit peu si... on va attendre quelques minutes. On te voit et on t'entend. Merci Florian, merci beaucoup, hein. Merci à toi d'avoir proposé, c'est hyper sympa. Une petite séance pour faire connaissance et c'est sympa de m'avoir contacté. En plus, on est voisins, hein, on n'est pas loin là. Tu dois être quelque part derrière moi là. Je vais essayer. Faut pas que je bouge trop mon ordi parce que ah, tu vois, ah, tu es quelque part là-bas là. Tu te vois Florian ou pas? Tu peux nous faire un coucou? Salut William, ça va? Ouais, merci de passer faire un tour, c'est sympa. T'es sur Marseille aussi, William? C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, on va laisser les gens arriver un petit peu, histoire de voir un petit peu combien on est de personnes, et puis après on va commencer ce petit déconfinement virtuel. Ah, t'es juste à côté du stade. Alors attends, normalement, le stade. Attends, ah, où est-ce qu'on le voit? Il est là. Hop, 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 hop. Tac. Ah bah voilà, on le voit là. Attends, hop, je vais orienter dans le bon sens. Voilà, on voit le stade. Ah, vas-y, un petit coucou. Voilà donc la belle météo marseillaise. Bon, il a fait pourri pendant 3 jours, hein, mais c'était bien pour écrire, quoi. Nous, c'est bien, on a toujours une excuse pour écrire. Quand il fait beau, on a envie de sortir. Du coup, bon, ça nuit un peu à l'écriture. Je sais pas si Marseille est la meilleure ville pour écrire, en fait. Bonsoir Rim, bonsoir, bienvenue. Coucou Nathalie, c'est cool que tu sois là, excellent. Salut Cédric, merci de passer. Rachel, je me suis exprès dépêché de faire mes plantations. Ah bah génial, bah toi tu prévois carrément le confinement pendant plusieurs années, tu fais ton petit potager, le maraîcher. Bonsoir Christine, ah bah oui, tu avais dit que tu passais, bienvenue, c'est gentil de passer, merci beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, on peut commencer par ça. Et puis sinon, je vais faire un monologue vraiment chiant. Là, je vous conseille plutôt les questions. Non, non, je rigole, c'est comme vous voulez. Et hello, salut Laure, bienvenue, merci d'être passé. Oui, bah écoute, ça va bien. Ouais, ouais, Nathalie, je te remercie, ça va bien. Une routine, tu vois, je m'occupe de mon fils, j'écris en même temps quand il me laisse écrire. Il fait des bêtises partout. Quand je suis concentré, je le vois pas, je le vois pas trop faire des bêtises, mais bon, ça va. Je le vois grandir, du coup, c'est cool et ça avance bien. Alors, ah ouais, les légumes maison, Rachel, ouais, bah t'as bien raison. On devrait tous imiter. Tu vois, moi, je suis en appartement, je peux pas cultiver de légumes malheureusement, mais j'ai des plantes. Tu vois, hop, je vous montre une petite plante là. Voilà, pour ceux qui ont pas de jardin, bah, on fait comme on peut, hein, avec des pots. Alors, l'idée du petit dernier, Nathalie, eh ben, le petit dernier qui s'appelle donc À qui pensez-vous quand vous faites l'amour? Euh, c'est donc un livre un petit peu, c'est un livre humoristique qui dénonce pas mal de choses, qui parle des relations et qui dénonce un peu certaines faiblesses humaines, que ce soit des hommes et des femmes. On s'est bien marré à écrire ce bouquin-là, même si c'est quand même un sujet qui est assez tendu. Euh, En fait, l'idée nous est venue. J'étais avec un ami et puis il avait vu que que j'avais commencé l'écriture avec Aztec et il est venu me trouver en me disant bah tiens ça te dirait pas qu'on écrive un truc et on avait l'idée à la base d'écrire une histoire d'un homme qui était addict à l'interdit en fait. Donc il aimait tout ce qui était interdit. Donc il conduit vite, il collectionne les contraventions. Dès que c'est interdit, ça l'excite, ça lui plaît et il fonce dedans, quoi. Donc, et on s'était dit, bah voilà, cet homme-là qui aime l'interdit, comment est-ce qu'il gère sa relation avec sa copine, s'il arrive dans une situation où il est frustré, comment il va gérer ça. Et on était parti dans ce délire-là. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Euh, Ah ouais, elle a pas dit que c'était des légumes. Bah si, elle dit les légumes maison.
Pourquoi? Oui, en fait, j'étais sur Bordeaux, effectivement, j'étais sur Bordeaux pour le travail. Et en fait, bah, j'ai déménagé parce que ma femme a trouvé un travail sur Marseille en tant que chercheur dans l'intelligence artificielle et la santé. Donc là, en ce moment, elle est en train de bosser sur des algorithmes d'analyse, de propagation du Covid, enfin des trucs, je comprends pas trop. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est à Marseille. Et moi, je continue à travailler à Bordeaux. Donc je vais régulièrement à Bordeaux bosser. Bon, là, avec le confinement, ça a été un petit peu mis. J'y vais moins souvent. Donc du coup, j'ai plus le temps pour écrire. Mais voilà pourquoi je suis à Marseille. Et c'est un peu le retour aux sources parce que moi, à la base, je suis toulonnais. J'avais une grand-mère qui habitait à Marseille, en plein centre, là, rue Borde. Les gens connaissent parce que c'est à côté des impôts, généralement, ça n'a pas forcément bonne presse. Et donc, en fait, pour moi, c'est le retour, hein, parce que j'ai vécu en Provence jusqu'à 5 6 ans, et voilà, et c'est le retour. C'est pas le retour définitif parce que je bosse encore à Bordeaux, mais c'est le chemin, quoi. Donc, c'est bien, on est vraiment content. Alors, attends. Donc, fini sur les femmes, Nathalie. Euh, avait- Alors, attends, Nathalie, j'ai pas compris ce que tu écris quand tu dis avait fini sur les femmes. Si tu peux reformuler ta question. Donc Florian, comment m'est venue l'idée d'écrire? Bah, en fait, j'habitais dans le nord avec mon ami d'enfance qui s'appelle Jean Deruel, qui est la personne avec qui j'ai imaginé le scénario de Prison Experiment. En fait, on était passionnés de nouvelles fantastiques d'horreur, et de livres d'horreur et de films d'horreur et de tout ça et de jeux de rôle. On était des vrais fous de ça et on aimait bien. On n'avait pas envie de rester trop passif à juste les lire. On voulait essayer d'en construire nous-mêmes. Donc en fait, on s'est lancé ce défi. On a commencé à écrire des histoires un peu fantastiques. Et l'idée, c'était pour garder le contact entre nous. C'était pour se surprendre, pour se faire rire et tout. Et c'est parti de là. On a commencé à écrire des nouvelles fantastiques. Alors on savait pas trop comment s'y prendre, hein, donc. Bon, c'était des trucs, c'était des idées, c'était des univers, c'était des fois il y avait un bon début, puis il n'y avait pas de fin, des fois il y avait une bonne fin, puis le début, voilà, ou le développement, bah, voilà. Donc c'était un petit peu comme on pouvait, mais parce qu'on n'avait pas de base, on n'avait pas de base théorique, on avait juste un petit peu la lecture, on savait pas trop comment, bon les films, tout ce qu'on avait vu. Et donc c'est parti comme ça. Et j'ai vraiment, moi pour moi écrire c'était magique, hein. Vous connaissez ça, les auteurs qui sont là, hein. C'était vraiment la sensation de créer, la sensation de pouvoir manipuler, créer des personnages, des univers. C'était vraiment magique. Et après, je suis rentré dans la vie active, donc j'ai un peu laissé tomber. Par la force des choses, j'étais très occupé, donc je suis ingénieur de formation, hein, donc je suis parti dans l'aéronautique, faire mes petits calculs, ma prépa, enfin tout ça. Et puis un jour, suite à une rupture amoureuse, je me suis rendu compte qu'en fait, enfin, il y a une copine qui m'a dit, mais Eric, t'es complètement vide, il faut que tu fasses quelque chose pour toi, ça va pas du tout. J'avais un boulot, je bossais et tout, mais j'avais plus rien à côté qui me nourrissait. Et en fait, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est l'écriture. Mais je voulais pas y revenir comme ça, je voulais peut-être rencontrer des gens à travers l'écriture pour connaître un peu des gens qui partageaient cette passion. Et puis je voulais aussi essayer de comprendre un peu comment raconter des histoires au mieux, quoi. Un petit peu savoir avoir un petit peu des débats, étudier un peu tout ça. Et donc j'ai trouvé un groupe d'écriture sur Bordeaux qui était animé par un scénariste qui s'était lancé un petit peu comme ça, par challenge, on va dire. Et en fait, on a vachement sympathisé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, j'ai fait 3 ans avec lui de formation assez profonde, en fait, où il nous a fait un petit peu travailler sur tout ce qu'il avait appris à au conservatoire d'écriture scénaristique de Paris, qui est vraiment une grosse. C'est un conservatoire européen, je crois, c'est une grosse, grosse école. Il avait appris beaucoup de choses. Et donc, on a fait beaucoup d'analyses d'histoire et puis de pratiques. C'est là où j'ai publié mon recueil de nouvelles, qui était donc mon premier livre, hein. On a commencé par les nouvelles, et puis ensuite un roman aztèque, qui est un roman qui n'est pas trop trop long, et puis ensuite on est parti sur. J'ai commencé à de plus en plus, voilà, écrire de plus en plus, et puis développer les histoires de plus en plus longues. Et Prison Experiment, qui est mon histoire la plus longue, c'est une trilogie qui fait dans les 2000 mots à peu près. Même si j'essaye de faire le plus court possible, je vous assure que c'est vrai. Alors, je continue donc. Euh, oui, donc Nathalie, je suis sur mon prochain livre actuellement. Donc effectivement un petit historique. Donc il y a eu le recueil de nouvelles réalités invisibles, des nouvelles fantastiques et étranges, comme j'aime bien à les appeler. Il y a eu ensuite une saga historique d'aventure
qui est vraiment, bon, moi ce que j'aime c'est le suspense, la surprise, le rythme, donc on est chez les Aztèques, mais c'est vraiment dans un monde qui peut s'apparenter un petit peu au monde de l'Assassin Royal que je suis en train de découvrir en ce moment. C'est un monde d'intrigue, un harem, une espèce de cour avec des empoisonnements, avec voilà, des femmes qui veulent occuper la place de favorite, et donc une jeune indienne qui va évoluer là-dedans, qui va essayer de gravir les marches du harem, enfin aussi vite qu'elle peut d'ailleurs, et ça va quand même assez vite. Et ensuite, il y a eu Prison Experiment, qui est parti de l'idée d'une nouvelle qu'on avait eue avec Jean, mon ami d'enfance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est donc là vraiment un thriller anticipation, c'est-à-dire on se pose vraiment dans le monde contemporain, mais vraiment à la pointe de la technologie, avec les possibilités d'évolution de l'intelligence artificielle qu'il y a actuellement. Donc le prochain livre, Nathalie, pour répondre à ta question, ça va être un thriller ésotérique. Course contre la montre, société secrète, confrérie. On va voyager, on va aller en Grèce. Ça va parler de l'oracle de Delphes. Ça va poser des questions sur la frontière entre le rêve, entre l'imaginaire et la réalité, l'influence de l'imaginaire sur la réalité. Ça, c'est vraiment une thématique que je trouve très très intéressante. Dans quelle mesure l'imaginaire transforme la réalité? Et donc voilà, vraiment course contre la montre, thriller. Ça va être sympa parce que vraiment, c'est encore autre chose. J'ai pas encore écrit une histoire comme ça, donc je suis lancé. J'ai déjà un bon synopsis d'une dizaine de pages et j'ai commencé l'écriture. Et là, la petite nouveauté, c'est qu'on va écrire avec ma femme, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un petit peu comme le couple. Elle va lire au fur et à mesure les chapitres. Bon, alors ça commence mal, hein. J'ai déjà écrit peut-être 8 chapitres, elle en a lu un. Donc, mais voilà, l'idée c'est qu'en fait on avance ensemble, et on a construit l'histoire ensemble, et c'est super parce que je trouve que le regard d'une femme sur. Déjà le regard extérieur sur l'écriture, c'est génial, hein, vous le savez tous, les auteurs. Mais en plus, bah, pour nous en tant que mec, le regard d'une femme c'est vachement bien parce qu'il y a vraiment des finesses aussi qu'on découvre, qu'on n'a pas forcément vues. Est-ce qu'il y a une suite à ton dernier, Cédric? Tu ne peux pas laisser sur une fin comme ça. Oui, bah alors le dernier, écoute, la suite, c'est pas pour tout de suite, on va dire. Tu sais que pour moi, le dernier, c'est alors on change complètement effectivement de ce que j'ai écrit. À qui pensez-vous quand vous faites l'amour? C'est un roman à quatre mains qu'on a écrit donc avec mon pote. Je vous ai expliqué tout à l'heure, Laura Neknikdo. C'est un pseudo forcément. Euh, et, euh, et c'est vraiment un livre. Faut le prendre au dixième degré, quoi. C'est assez humoristique, ça parle des relations humaines. Et donc, effectivement, la fin, après, c'est. Je vais rien dire, mais en fait, je peux pas te dire grand-chose, Cédric. Peut-être en MP, je te répondrai. Bonjour Laurel, bonjour, enchanté. Coucou Steph, merci d'être passé, merci de venir. Alors, je continue à lire le fil, hein. Bah, alors, Nathalie, finalement, le livre s'est porté sur son interdit concernant sa relation avec les femmes. Merci le correcteur. Oui, effectivement, quand je parlais tout à l'heure du héros du dernier à qui pensez-vous qu'on fait l'amour, un homme qui est addict à l'interdit, on s'est plus focalisé sur l'interdit par rapport aux relations. Effectivement, c'était plus intéressant que l'interdit du mec qui roule trop vite, quoi. Christine, du coup, au niveau des livres, bah, je pense avoir répondu à ta question, hein. Je fais un petit rappel, donc recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle Réalité invisible. Une saga aztèque dont j'ai déjà les trois premiers tomes, qui raconte l'histoire d'une jeune indienne enlevée à son village et qui se retrouve vendue dans un harem et qui doit gravir les marches du harem dans un univers d'intrigue, de manipulation, d'empoisonnement, enfin tout ça. Euh, Ensuite, il y a donc Prison Experiment, qui est un thriller technologique, psychologique, qui raconte la mission secrète d'une jeune hackeuse entourée d'un commando dans une prison secrète, qui est donc une prison qui a été abandonnée par la CIA suite à une expérimentation, mais dans laquelle ont été abandonnés des détenus. Et en fait, elle va rentrer dans cette prison pour aller récupérer l'architecte de la prison, qui est réputé être caché à l'intérieur depuis des années. Et alors la CIA a envoyé plusieurs missions à l'intérieur de cette prison qui s'appelle l'œuvre, et aucune mission n'en est ressortie. Donc en fait, absolument personne ne sait ce qui s'est passé dans l'œuvre depuis 7 ans. Et donc Elena, une jeune qui arrive avec un groupe de mercenaires, qui est hackeuse, va rentrer dans l'édifice en secret, et leur but, ça va être d'essayer de trouver l'ingénieur. Mais bon, quand ils vont rentrer là-dedans, l'œuvre, c'est vraiment une prison très spéciale. C'est une prison qui a été, on va dire,
modelé sur le concept de la ferme pénitentiaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez plusieurs salles, vous avez comme plusieurs mondes en fait, hein, où ont été vraiment redisposés de la végétation, des rochers, des maisons. C'est une prison qui est assez immense, hein, à la taille un petit peu à l'image qu'on a des États-Unis, sur plusieurs niveaux et qui est complètement fermée, donc on ne peut pas sortir. On peut se perdre très facilement parce qu'il y a des hologrammes, il y a il y a la technologie qui est omniprésente, hein, il y a une intelligence artificielle basique, on va dire, qui assure la gestion de tout l'édifice avec le passage du jour et de la nuit, avec le passage des saisons. Il y a un système de pluie, d'irrigation, enfin, il y a tout ce genre de trucs. Et donc, le groupe va pénétrer et va découvrir en fait tout ce monde secret qui a pu survivre pendant 7 ans. Alors, vous imaginez bien sûr des, euh, des, des luttes de pouvoir, des différents clans, différentes factions qui se sont créées, et puis une femme qui rentre là-dedans, alors qu'il n'y a que des hommes. Donc ça présuppose beaucoup de chamboulements, on va dire, et donc ça pose la question, est-ce qu'ils vont réussir à récupérer cet architecte? Pourquoi cet architecte s'est caché dedans, si jamais c'est le cas? Et puis comment ils vont faire quoi, pour le trouver, quoi. Voilà. Virginie, bonjour. Oui, 3 ans de formation. Effectivement, j'ai commencé. Bah, en fait, tu connais ça, hein, puisque tu écris toi aussi. On commence par des cours du soir où on rencontre des gens très, très, très sympas et très passionnés. Et, euh, et en fait, alors, excusez-moi juste 2 secondes. Juste un truc. Raquel, il a déjà mangé. Excusez-moi, parce que ma femme est en train de donner à manger à mon fils une deuxième fois. Voilà, et donc oui, 3 ans. En fait, on commence par les cours du soir, donc c'est le lundi soir, et puis ça dure 3 heures. Et puis chacun écrit un petit texte, alors c'est l'écriture créative et tout. Puis en fait, après on lit ce qu'on a écrit, puis tout de suite c'est prenant, parce qu'on creuse l'histoire, les autres nous font des retours, des machins. Donc ça commence comme ça, pendant un an, on s'éclate, tous les lundis soirs, on se dit, ah bah ça c'est mon soir, lundi soir, c'est génial, j'avance et tout. Moi j'en ai profité pour avancer, pour bosser sur Prison Experiment, mais c'était maintenant il y a peut-être 8 ans, un truc comme ça, donc c'est même 9 ans. Et ensuite, quand Anaël, donc le scénariste qui avait monté cette formation de cours du soir, m'a dit je vais monter une formation plus sérieuse de un week-end par mois pendant 2 ans, est-ce que tu veux être des nôtres? Je pense que ça pourrait t'apporter et tout. Bon, j'ai dû réfléchir à peu près 2 secondes et lui dire oui, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il fallait parce que on testait des trucs, on avait le retour des gens autour de nous, on parlait un petit peu, on a bossé un petit peu différents aspects de l'écriture, je pense notamment à l'immersion du lecteur, aux différentes thématiques, aux messages portés par les livres, à des trucs comme ça, puis sur différents formats, les nouvelles, les romans, la non-fiction, des trucs comme ça. Donc voilà, c'était histoire de se lancer. Puis bon, c'est plus facile aussi de s'y mettre en groupe, quoi. Donc voilà. Mais c'était vite passé, hein. Donc Virginie, bah en fait, j'ai vu que tu avais répondu au poste de Théo là tout à l'heure qui disait justement que lui, sa ligne éditoriale, c'était de ne pas en avoir. Bah moi, je trouve ça super en fait. Effectivement, autant, je pense que comment dire, les deux lignes de conduite pour un auteur sont super et puis chacun a le droit de choisir ce qu'il veut et chacun a le droit de choisir. Il y a des auteurs qui préfèrent, on va dire, commencer dans un genre qui est peut-être le genre dans lequel ils se sentent le plus à l'aise ou pour lequel ils ont le plus d'affinité. Et donc ils vont le creuser, ils vont devenir des spécialistes de ce genre-là, ils vont faire du thriller, ils vont faire du polar, ils vont faire voilà, de la romance, et ils vont devenir, voilà, petit à petit, ils vont devenir de plus en plus affûtés dans ce domaine-là et dans cette niche-là. Et, euh, et puis, il y en a d'autres qui ont envie de découvrir d'autres trucs, de tester d'autres trucs et qui se disent, peut-être que si je teste différents genres, je vais petit à petit, ça va peut-être se mixer dans mon écriture. Et au final, ça va rendre aussi quelque chose d'intéressant. Donc, quelle est la meilleure démarche? J'en sais rien. Mais c'est ce que je disais à Théo tout à l'heure sur le poste, c'est que je trouve que enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs. Parce qu'on découvre d'autres choses, on est obligé de sortir de sa zone de confort, on est obligé de se remettre en question, c'est pas forcément évident, c'est du boulot aussi. Mais en même temps, ça enrichit vachement l'écriture, et puis je pense que les lecteurs aussi, pour eux, ça peut leur permettre de découvrir d'autres choses. Alors, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hein, j'ai pas j'ai pas la clé du fonctionnement, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est important de se faire plaisir, donc c'est du travail l'écriture aussi, donc il faut aussi trouver un petit peu des choses pour continuer d'avancer, des choses qui motivent, quoi.
Alors, encore un beau projet, ton prochain. Je te remercie, Nathalie. Bah oui, bah, j'aime bien l'idée je te dis, de partager ça avec ma femme. Je trouve ça vraiment sympa. Et puis, pour le coup, je suis très attiré moi-même par tout ce qui est société secrète, tout ce qui peut se passer comme ça, qu'on connaît pas. Les voyages aussi, moi je suis un grand voyageur, j'adore voyager et visiter plein de trucs. Et là, on va parler justement quand je parlais tout à l'heure de Delphes ou d'Athènes ou de certains monuments de l'Antiquité grecque qui est déjà vachement présente dans Prison Experiment notamment. Euh, J'aime bien découvrir et je pense que c'est intéressant. J'aime bien l'idée de proposer au lecteur un voyage qui va lui permettre bah, déjà de voyager dans d'autres pays et puis sous d'autres atmosphères et puis en même temps de connaître d'autres choses. Voilà. Et puis moi en même temps ça me permet de bosser et de connaître d'autres trucs justement. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ton prochain même si ça fait un moment que j'attends Aztec 4. Ah oui, bah Rachel, effectivement, Aztec 4, t'es pas la première à me le demander. Bah, comme je t'ai dit, hein, Aztec 4 est scénarisé, on sait déjà un petit peu ce qui va se passer. Si j'arrive à réaliser ce qui est prévu, je pense que ça va être sympa. Le but, c'est de faire nouveau encore. Ameya, elle a grandi, elle a évolué, elle a changé de situation. Et donc le but, ça va être de faire du nouveau, de faire vraiment avancer l'histoire. Et, mais oui, tu as raison, bah, il faut que je le fasse. Et c'est prévu. Normalement, après le projet actuel, c'est Aztec 4. Voilà. Euh, Moi, je dis bravo d'avoir édité sous ton vrai nom. Ouais, merci Nathalie. Ouais, ouais. Ouais, bah, je te cache pas que c'était pas évident parce que c'est vrai que c'est un bouquin qui sort pas mal. Là, Nathalie, quand elle me dit bravo d'avoir édité sous ton vrai nom, c'est donc le petit dernier à qui pensez-vous quand vous faites l'amour, qui change complètement de ce que j'ai offert au lecteur jusqu'à présent. Et puis qui est, par certains côtés, c'est de l'humour noir, c'est quand même assez trash, c'est assez cru. Ça plaît pas forcément à tout le monde, donc bon, bah, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je devais pas le sortir sous pseudo? Finalement, je me suis dit, bah non, tu l'as écrit, tu l'assumes. Voilà. Mais par contre, je préviens les lecteurs, je dis attention, c'est pas ce que vous connaissez de moi et vous allez là-bas, c'est à vos risques et périls. Voilà. Laure, ah oui, décale-toi un peu sur ta droite, tu veux moins en contre-jour. Ah oui, pardon. Voilà, comme ça. Alors, toujours fidèle à l'auto-édition, William. Oui, pour l'instant, l'auto-édition, bah, je trouve que c'est génial en période de confinement parce que tu as dû voir hein, en ce moment tous les gens qui avaient des romans à sortir et tout, qui étaient prévus, ils ont été tous reportés. Les sorties ont été reportées et puis en plus, on ne sait pas du tout comment vont s'en sortir les maisons d'édition, c'est quand même pas évident. Avec ce qui se passe actuellement, les libraires sont fermés. Euh, Après, moi, forcément, si un jour j'ai un éditeur qui vient vers moi, qui me propose d'éditer un de mes livres, et qui me propose un contrat correct, je pense que j'accepterai si la proposition est bien, parce que ça peut être une super aventure. Ça peut permettre quand même de rentrer un petit peu dans l'univers du livre papier, euh, de travailler aussi avec des correctrices, des correcteurs professionnels et vraiment peut-être aussi améliorer encore le livre. Euh, mais bon, vraiment, je pense que l'auto-édition, ça a énormément d'avantages. C'est que, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est on peut vraiment partir dans tous les genres, on peut sortir les bouquins quand on a envie de les sortir, on a un contact vraiment proche avec les lecteurs, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'édition traditionnelle il y a quelques temps, c'est en train de se démocratiser un peu, mais enfin, voilà, c'est quand même pas évident, et ça, je trouve ça, le lien avec les lecteurs, les réseaux sociaux, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir de lire un commentaire d'un lecteur ou même enfin, de faire des lives comme ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc l'auto-édition, c'est la liberté. C'est la liberté de faire ce qu'on veut. Alors, il faut quand même, il y a quand même une responsabilité. C'est-à-dire, effectivement, quand on sort des livres, un certain type de livre ou une certaine qualité qu'on va rechercher, le but, c'est pas de prendre en défaut les lecteurs. Et puis, à un moment, il faut essayer de maintenir un peu ce qu'on peut, le maximum, rester au maximum de ce qu'on peut faire au meilleur niveau. Mais en même temps, c'est la liberté de sortir ce qu'on veut quand on veut, de la manière qu'on veut. On est tout seul, mais on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même pas mal. On est son propre patron, c'est quand même sympa. Oui, effectivement, Laure, comme univers littéraire, bah, donc nouvelle fantastique. J'avais commencé par, oui, nouvelle d'horreur, nouvelle fantastique. Roman historique, on va dire Aztec, c'est roman historique d'aventure. Prison Experiment, c'est plutôt thriller psychologique, anticipation.
Là, en ce moment, c'était une romance, on va dire romance déjantée, littérature humoristique sur les relations amoureuses, sur les relations hommes-femmes. Et là, le prochain, ça va être thriller ésotérique à la Da Vinci Code. Donc oui, effectivement. Mais je pense que j'ai quand même. Alors, déjà, je pense que j'ai vraiment, on va dire, une attirance non négligeable pour le mystère et le rythme, hein, le mystère. Je vais rester là-dedans, hein, l'action, le thriller. Les gens, généralement, quand ils lisent mes livres, ils me disent ils aiment bien parce qu'il y a du rythme, ça s'arrête pas, on a envie d'en savoir plus, on continue, notamment sur Prison Experiment. Les gens me disent j'ai pas envie d'arrêter, la fin arrive trop vite, on veut continuer, machin. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans mon écriture, c'est vraiment, on va dire, là, je vais parler vraiment de ce que je mets, moi, dans mon écriture. C'est déjà, j'essaye vraiment de maximiser l'immersion du lecteur à travers tous les sens possibles, hein, les cinq sens. C'est-à-dire vraiment, j'essaye de parler des odeurs, de la vue, et j'essaye de montrer, ça vous connaissez ça les auteurs, ça vous parlait, montrer plutôt qu'expliquer. C'est-à-dire faire ressentir. Mon but, c'est pas de dire le personnage a peur, ça va pas marcher. Mon but, c'est de faire ressentir la peur au lecteur à travers le personnage. Quand je dis la peur, ça va être aussi la joie, ça va être aussi la tristesse, ça va être aussi la colère, ça va être l'excitation, enfin tout ça. Le but, c'est de le faire ressentir. Donc en fait, je fais le minimum possible de dialogue interne et je me déplace comme une caméra autour d'un personnage. Par chapitre, généralement, j'ai un personnage principal et on le voit de l'extérieur et on ressent ce qu'il ressent. Je suis pas narrateur omniscient. Je préfère être dans la peau d'un personnage qui est généralement quelqu'un qui va être assez faible, avec beaucoup de conflits. Dans Aztec, généralement, c'est des femmes, parce que j'aime beaucoup les personnages féminins. Je les trouve à la fois, peut-être, il y a une faiblesse physique, mais en même temps, il y a un grand courage, et il y a une grande finesse, une grande intelligence. Et vraiment, là, pour le coup, ça vient naturellement. Mais donc, on va suivre le personnage comme une caméra, comme ça, qui va tourner autour, et on va ressentir, et on va voir à travers les yeux du personnage. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est vraiment très imposant, que ce soit une femme ou un homme, ou n'importe quoi, on va le sentir. Mais je vais pas me décaler on va pas arriver dans la tête du méchant en même temps qu'on va être dans la tête du gentil, par exemple. Je trouve que c'est plus sympa d'interpréter ce que pense le méchant par l'extérieur. Et donc voilà, donc il y a un point de vue généralement par chapitre. La plupart de mes bouquins, il y a un seul narrateur et un seul point de vue, mais dans Prison Experiment, il y a effectivement plusieurs narrateurs, peut-être 5 6 narrateurs différents, ce qui est intéressant parce qu'on peut vraiment enrichir les points de vue. Et en même temps, on peut changer de rythme à travers, en passant d'une histoire à l'autre, hein. Il y a minimum 3 histoires en parallèle à chaque fois dans Prison Experiment, mais qui sont liées d'une manière ou d'une autre, qui convergent, qui divergent, enfin voilà. Et, euh, et donc voilà, donc du coup, quand je reviens, ce que j'essaie de mettre moi dans mon écriture, ça va être cette immersion, ça va être effectivement le côté page turner, c'est-à-dire vraiment commencer dans l'action et essayer de faire monter les enjeux, faire monter l'intensité jusqu'au climax où vraiment là, il y a tout qui va exploser, il y a toutes les réponses qui vont être dévoilées, il y a toutes les boucles qui vont être bouclées. Ça va être vraiment ça, de prendre le lecteur par la main et de l'amener. Parce que moi, il n'y a rien qui m'insupporte plus que de me taper 50 pages dans un bouquin où je lis des descriptions où il ne se passe rien. Alors, quand on lit Tom Bombadil dans Tolkien, Le Seigneur des Anneaux numéro 1, ok, ça passe parce que c'est Tolkien, parce que c'est un univers féerique, parce que c'est magique. Voilà. Mais je veux dire, moi en tout cas, je ne peux pas me permettre de faire un truc comme ça parce que je vais perdre tout le monde. J'en ai conscience. Mais voilà, j'essaie de mettre ce que moi j'aimerais trouver dans un bouquin. Donc il y a ce code page turner. Il y a aussi quelque chose d'important là qui est vraiment présent et de plus en plus. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le message porté par le livre. Voilà, quelles sont les questions portées par le livre? Quel est le message derrière? Généralement, je pense que c'est important d'avoir un personnage qui évolue au long de l'histoire et qui délivre, à travers son évolution, un message sur un thème. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait des messages qui étaient pour moi, parce que c'est important pour moi de délivrer des messages positifs, des messages d'espoir, donc c'était plutôt ça. Sur le dernier qui était à qui pensez-vous quand vous faites l'amour, c'est pas délivré de la même manière, c'est-à-dire les messages, mais je me suis amusé un peu, on s'est amusé un petit peu avec Loranek, c'est que les messages ne vont pas forcément être délivrés de la manière directe. On peut aussi finalement délivrer le message contraire à ce qu'on pense. On peut aussi délivrer un message qui veut dire mais non, mais en fait, il faut que vous pensiez le contraire de ce qu'on vous dit en fait, ou de ce qu'on présente, ou peut-être qu'en fait le héros c'est un anti-héros et en fait lui il va trouver il va avoir cette évolution là, mais en fait c'est pas du tout recommandé parce qu'en fait on peut aussi le message ça peut être faut surtout pas faire ce que fait ce mec. Voilà, donc ça c'est intéressant d'aller mixer justement pour surprendre le lecteur qui ne s'attende pas à chaque fois à ce qu'on ait une fin positive ou d'avoir un message à tout prix positif. Ça peut être sympa aussi de délivrer un message qui est
c'est bien d'être égoïste, quoi. Enfin, pourquoi pas, en fait, faire des challenges comme ça en disant, bah oui, il y a des raisons, tiens, je vais argumenter, moi, pour dire pourquoi c'est bien d'être égoïste dans la vie. Il y en a plein. Donc, voilà. Euh, donc, je te remercie, Steph, pour Prison Experiment. Je te souhaite bonne lecture parce que je sais que tu es sur le tome 3. Prison Experiment, oui, bah, effectivement. Et alors, comme j'ai eu les offres éclairs sur Prison Experiment, le tome 2 et le 3 le week-end dernier, en fait, j'en ai profité. J'ai un ami qui avait eu des espèces d'insights, hein, des espèces d'idées quand il a lu le bouquin, qui m'a dit, mais il pourrait y avoir une fin alternative et tout dans ce livre. J'ai pensé à ça, ça et ça. Et j'ai réfléchi pendant plusieurs mois à ce qu'il m'avait dit. Et en fait, il y a quelques-unes de ces idées qui faisaient sens, qu'il fallait que je, que je, que je change un petit peu, que je biaise un peu et qui pouvaient vraiment apporter on va dire, des rebondissements finaux au récit, des révélations finales au récit. Et en fait, euh, je les ai mises dans une nouvelle. Donc en fait, la version qu'il y a depuis le week-end dernier de Prison Experiment, c'est une nouvelle version, enfin notamment la fin, vraiment la fin du tome 3, qui est un petit peu plus chiadée en fait que ce qu'il y avait jusqu'à présent. On reste quand même sur la même histoire, mais il y a quelques trucs qui font sens que j'avais pas forcément réussi à mettre à ce moment-là, que j'ai réussi à mettre maintenant. Ça a été un travail de fou de reprendre ça, parce qu'il a fallu tout revérifier, parce que dès qu'on change une brique, il faut aller derrière regarder toutes les fondations. Normalement, c'est bon, mais je vous cache pas que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui relise du début à la fin et qui me confirme, qui dise ouais, c'est bon, ça passe bien, nickel, parce que j'ai pas eu le courage moi de me retaper les 2000 pages. Mais, euh, mais ça fait partie des choses aussi importantes pour moi, c'est-à-dire j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un grand artiste qui est mort, c'est Rodin. Je ne sais pas si vous avez visité le Rodin à Paris, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à le faire. C'est passionnant. Et en fait, il a une œuvre qui est énorme, que vous connaissez tous, ça s'appelle La Porte des Enfers. Et donc cette œuvre qui est une espèce de grande porte monumentale en basalte, enfin je sais plus en quoi, c'est pas en basalte, mais c'est de la roche noire. Il y a plein de sculptures qui dépassent, il y a des espèces d'anges, des anges de la mort, il y a un côté un peu macabre et tout, c'est magnifique. Et il y a aussi le penseur de Rodin, il y a aussi plein de trucs. Et donc en fait, il a cette espèce de porte qui est son œuvre maîtresse, son œuvre phare qui est énorme, et il va extraire de cette porte des enfers différentes œuvres qui vont être des chefs-d'œuvre magistraux que vous connaissez, qui sont très connus, et qui viennent tous de cette œuvre. Et en fait, ce que j'aime chez cet artiste, c'est qu'il a tout retravaillé jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la porte des enfers, jusqu'à sa mort, elle a évolué. Et je trouve ça génial. Et il y a une catégorie tout à l'heure, je parlais des différentes catégories d'auteurs, ceux qui se spécialisent dans une niche et ceux qui vont chercher un petit peu partout, hein, voilà, faire un peu les foufous. Il y a aussi effectivement ceux qui vont dire, bah, moi, une fois que c'est fini, c'est publié, je reviens pas dessus et c'est figé dans le marbre. Et puis il y a ceux qui font, bah ouais, mais moi, je me réserve la possibilité, si je comprends quelque chose, si je passe une étape supérieure de compréhension de mon propre récit, je m'autorise à l'améliorer, à l'amener un petit peu plus loin pour les futurs lecteurs. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Sur Prison Experiment, j'ai repris un petit peu la fin et ça ne cesse d'évoluer. Et on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'auto-édition, c'est que je trouve que l'auto-édition, c'est génial parce qu'on peut réuploader sur Internet des nouvelles versions de bouquins. Alors là, si on passe sur des éditeurs papier classiques, j'imagine même pas combien de temps ça va prendre et je sais même pas si c'est possible. Donc ça, c'est quand même un côté qui est sympa quand on est perfectionniste et qu'on veut tout le temps faire avancer faire changer le truc. Bonsoir Caroline, bienvenue. Alors Laure, les personnages féminins à l'honneur, Aqueuse, Aztèque, super. Effectivement, Laure, personnage féminin à bloc. Aztèque, c'est une jeune indienne qui commence esclave et qui va gravir les marches de la société. Euh, dans Prison Experiment, c'est une hackeuse. On comprend à la fin pourquoi. Et là, dans le livre actuel, le thriller ésotérique, c'est une écrivain. C'est une écrivain qui a connu la gloire dans son passé et qui n'a pas jamais réussi à repondre un bouquin qui a eu le même succès que son premier livre. Oui, j'aime beaucoup les héroïnes femmes, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que ça me permet d'explorer justement cette façon de voir le monde. Ça me permet de. Et en même temps, ça, je le dis souvent, enfin, quand je fais des lives, je prends l'exemple de Conan le Barbare. Conan le Barbare, je ne sais pas si vous avez lu les bouquins, c'est des bouquins ça a été un des bouquins qui a créé l'univers de la fantasy. Et c'est génial à lire, et c'est une histoire super. Et alors quand on lit ça, en fait, on se met dans la peau de Conan, et en fait, ce mec-là, hyper fort, avec sa grosse épée, il est pratiquement indestructible, quoi. Et donc finalement, à la fois c'est génial parce qu'on se sent super fort dans sa peau, et puis c'est un super univers et on kiffe.
Et à la fois, c'est dommage parce que justement, moi, ce que je trouve qui fait l'intérêt d'une histoire, c'est le conflit, c'est la difficulté, c'est la, on va dire, le manque de certitude par rapport à l'issue de ce qu'on veut, est-ce qu'on va atteindre notre objectif ou pas. Et donc, je vais tout le temps essayer de chercher des personnages qui vont permettre d'avoir une grande marge d'évolution et qui vont être les moins équipés pour arriver à la fin de l'histoire. Et donc, et naturellement, quand on est dans des environnements comme Prison Experiment, où il y a vraiment un univers carcéral énorme avec des factions qui sont en combat ou en alliance les unes par rapport aux autres, avec un univers essentiellement masculin, complètement masculin, aller plonger une femme là-dedans qui, elle, n'a pas forcément les biscottos d'un mec, mais qui, en même temps, est quelqu'un qui a des grandes capacités de réflexion, qui a des capacités en escalade et qui a une énorme force en elle qui peut vraiment s'ériger en leader parmi les hommes. Ça parle beaucoup de leadership mathématique. Ça va être quelque chose, oui, ça va être quelque chose vraiment qui me passionne. T'as bientôt fini, Steph. Bon, bah, tu me diras ce que t'en penses, hein. C'est sympa parce que Steph est en train de lire Prison Experiment en ce moment et elle m'envoie des petits messages pour me dire: ah là, j'ai adoré, ah, j'ai fini le 1, c'est super, je commence le 2. Ah là, j'ai pleuré, j'ai versé une larme. Je lui dis: ah bon, mais quand t'as pleuré quand? Ah bah oui, mais là, à ce moment-là, parce que machin. Enfin, c'est génial parce que nous, en fait, on pleure plus. Quand on pleure plus, on rigole plus. On a la tête dans le guidon, on se rend plus du tout compte, quoi. On se rend plus du tout compte de. Tu passes à la télé là. Ah, pardon. Ah, hop, ah voilà, oui, donc je l'avais pris quand même, je sais pas si vous le voyez, oui, hop, hop, voilà, ça c'est Prison Experiment. Donc vous avez vu, ça c'est le tome 1. Alors, vous avez vu le bottin que c'est. Alors je peux vous assurer que je fais le maximum pour que ce soit court. Il y en a 3 comme ça, et voilà, et franchement, vous me direz, hein, si vous le lisez, vous me direz s'il y a des longueurs, mais là j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire plus court. Voilà. Donc, Florian, je vais les acheter. Ah bah Florian, attends, tu vas pas les acheter, tu plaisantes. À ce moment-là, tu me le dis, si tu es intéressé tu me fais un petit SP, tu me fais un petit commentaire, et puis hop, je te les balance en Kindle, puis voilà quoi. Alors, bonsoir Corinne, merci de passer. Florence, coucou Florence, en plein cours de chant, bah écoute, merci de passer. Fon Junio qui est auteur également, qui m'a fait une super correction sur À qui pensez-vous quand vous faites l'amour, elle m'a trouvé une vingtaine de coquilles alors qu'on avait corrigé le truc et tout. Pour ça, vous connaissez ça, les auteurs, hein, c'est que c'est infini les corrections. Alors ça, c'est peut-être l'inconvénient quand on est indépendant, hein, c'est que bon, bah, les corrections, ça en finit pas. Alors, on a quand même, bon, moi j'ai vraiment des bonnes correctrices, je pense notamment à Isabelle Sérélis, Rebecca Greenberg et tout, et puis il y a Florence, et puis il y a d'autres gens qui me filent un coup de main, Rachel aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, il y a besoin de plusieurs relectures pour sortir un produit le plus clean possible. Christine, prépares-tu un plan des fiches personnages avant de commencer l'écriture? Alors j'ai différentes méthodes. Alors comme je disais tout à l'heure, moi je suis ingénieur de formation, donc j'aime bien tout ce qui est très construit, très structuré, des plans. Euh, Effectivement, donc je me suis toujours rassuré depuis le début pratiquement en faisant des plans, vraiment pour me dire pour mettre ça là, pourquoi je le mets pas là, pour être sûr d'arriver à la fin, pour être sûr de tenir sur la route, pour être sûr de ne pas me perdre en route. Sur le dernier projet, j'ai fait un petit peu différemment. J'arrivais pas à faire un plan parce que le problème de l'approche du plan, c'est qu'on est quand même vachement détaché émotionnellement de l'histoire. Euh, j'ai l'impression de faire presque une recette de cuisine. Ça me plaît plus trop. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis parti sur un petit résumé. Donc là, je parle de mon prochain livre qui sera donc un thriller ésotérique. Euh, donc je suis parti sur un résumé court que j'ai développé petit à petit, bam bam bam, partie, tchac tchac tchac. Donc un synopsis en fait, hein. Donc c'est un résumé du bouquin. Et petit à petit, je l'ai étoffé et je l'ai fait lire à ma femme. Et en fait, elle l'a lu, elle s'est pas arrêtée, elle fait mais c'est génial, c'est super et tout. Alors on avait pensé l'histoire ensemble avant, hein. Mais on l'avait pensé pas mal de temps avant, donc elle avait oublié. Donc du coup, elle m'a dit c'est carrément bien et tout machin. Et puis elle m'a dit ah j'ai noté ça, ça, ça. Donc elle avait noté des trucs. Et donc elle m'a tout ce qu'elle a noté. Moi j'ai rebossé tout ce qu'elle a noté, j'ai refait un autre synopsis. Et là on est déjà à 4500, 5000 mots de synopsis. Donc on arrive sur un truc quand même où on a vraiment le début, la fin, le milieu. On a à peu près tout. Et puis, eh ben, une fois que ça a été validé, c'est le week-end dernier, ça a été validé définitivement, on va dire, ben là, je me suis parti dans l'écriture. Donc, prendre le premier paragraphe de mon synopsis, et puis voilà, ça donne un chapitre de
1000, 2000 mots, et puis voilà. Et le but, ça va être d'aller à la fin de cette première version. Aller à la fin de cette première version pour que le livre existe. Parce que c'est difficile à sortir. C'est vraiment quand on se met devant son ordi qu'il faut sortir plusieurs milliers de mots comme ça. On va les chercher au plus profond de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est douloureux. On va créer quelque chose qui sort du néant comme ça. Voilà. Et donc, en même temps, c'est douloureux, puis en même temps, c'est magique, c'est magnifique, c'est la création. Et puis quand ça sort et qu'on voit que ça s'enchaîne, et puis quand on se fait prendre aussi, on se fait prendre par l'histoire, on se fait habiter. Moi, dans Prison Experiment, il y a eu des moments où j'étais habité. J'avais mes doigts qui tapaient pas assez vite par rapport à ce que je voyais. J'avais mon corps qui tremblait. Je pleurais. Enfin, mais c'est un truc de fou dans certaines scènes. Et donc, quand je ressens ça, j'y vais à bloc. J'essaye de rester à bloc. Je me dis, là, je suis connecté, j'y vais. Cette sensation de connexion, s'il y a des auteurs, les auteurs qui sont parmi nous, si vous pouvez nous dire en commentaire si vous la ressentez vous aussi. Mais je trouve que c'est un petit peu le nirvana de l'auteur. On sent qu'on est connecté comme ça. Comme s'il y a un espèce de truc comme ça qui passe à travers nous, de l'univers, voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais. Oui, et donc ce que je disais, c'est que voilà, c'est, on va dire, la méthode. Donc les méthodes évoluent, mais effectivement, ma méthode maintenant, ça va être plus de partir sur une entité organique avec de la chair plutôt que sur un squelette qui a un plan sur lequel je vais venir mettre de la chair. Je vais être plus sur un truc que je vais faire grandir parce que émotionnellement, ça me parle plus en ce moment. Et je pense qu'au plus ça va aller, au plus je vais me détacher des structures et des plans. Je commence même à être tenté par faire des histoires déstructurées, avec mon comparse Loranek Nigdo, avec qui on a écrit À qui pensez-vous quand vous faites l'amour. Là, il est en train de me brancher pour faire un espèce de polar absurde. Et j'ai envie de partir là-dedans parce que c'est léger, parce que c'est autre chose, parce que je sais qu'avec lui, il va y avoir de l'humour, il va y avoir de la légèreté. Euh, et finalement, mais je pense que pour arriver en même temps à un certain point où on peut se détacher des règles de narratologie, et là je fais référence même à Aristote et à vraiment toutes les règles de théâtre, les 3 actes ou les 4 actes ou les 5 actes, les trucs comme ça. Pour arriver à s'affranchir de ça, je pense qu'il faut quand même le pratiquer et le repratiquer et arriver à une maîtrise. Et peut-être ensuite on peut s'en affranchir parce qu'on sait pourquoi on s'en affranchit, on sait comment s'en affranchir. Mais je pense que c'est quand même important peut-être au début pour un auteur. Moi j'aurais tendance à conseiller quand même d'essayer de se structurer pour comprendre et pour avoir une histoire qui donne une sensation de complétude et de finition à la fin. Donc les fiches personnages, par contre, j'ai jamais fait. Par contre, je vérifie mes personnages à la fin par rapport à ma thématique principale. Hein. Mettons, si je parle du changement, ça, je prends un exemple comme ça. Certains d'entre vous comprendront peut-être pourquoi je prends cet exemple-là. Je vais par exemple travailler sur une histoire qui pose la question, est-ce que l'être humain peut changer? Bon, ben, une fois que j'aurai trouvé qu'en fait mon histoire parle de ça, parce qu'il va falloir que je l'écrive avant d'être sûr qu'elle parle de ça, même si au début je vais me dire l'histoire elle parle de quelque chose d'autre, puis quand je vais arriver à la fin je dis mais non en fait cette histoire elle parle du changement, donc je vais aller retravailler mon histoire par rapport à cette nouvelle vision que j'ai ou ce choix que j'ai fait de parler essentiellement du changement de l'être humain dans cette histoire, et donc je vais retravailler mes personnages par rapport à ça, je vais me dire bah tiens elle c'est quoi par rapport au changement, lui c'est quoi par rapport au changement, pour avoir une congruence dans le projet en fait. Et je vais travailler même mes décors dans le dernier bouquin, À qui pensez-vous? J'ai travaillé les décors, j'ai travaillé les personnages, j'ai travaillé les symboliques des personnages, les attributs des personnages par rapport, par rapport au message délivré par le livre. Et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment le travail de réécriture. Je trouve que vraiment le travail de réécriture, pour moi, ne se borne pas à réécrire mes phrases et à enlever les fautes d'orthographe. Pour moi, le travail de réécriture, c'est... J'ai vraiment cette phrase de Julia Cameron, donc, qui a écrit des livres sur la créativité et sur la création d'histoire, qui disait écrire un premier jet, c'est avec le cœur, avec les tripes, et puis et la réécriture, c'est avec la tête. C'est-à-dire qu'effectivement, on va tout laisser sortir, on va être un véhicule pour faire sortir plein de choses de l'univers qui nous entoure, de ce qu'on a vécu, de toutes les expériences, de tous les livres, de toutes les histoires qu'on connaît, tout ça. Et donc tout ça, ça va sortir, mais dans une première version d'un livre, ça va être même si on a fait un plan, une structure avant, ça va être quand même un beau bordel. Donc l'idée, ça va être d'aller chercher un petit peu là-dedans, comment est-ce qu'on arrive à travailler ce truc-là, que c'est de la matière brute en fait. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ça? Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est d'aller me demander de quoi je parle et d'aller vérifier la cohérence de l'histoire par rapport à ce dont je veux parler, par rapport au message que je veux délivrer. Et ça s'appelle, pour moi, ça s'appelle la thématique.
Ça va être vraiment de quoi je parle. Et voilà, donc en fait, non, pas forcément de fiche personnage et tout, mais je vais y revenir. Donc, et en fait, en y revenant en arrière, en me disant, tiens, cette histoire, elle parle du changement, en revenant en arrière, voir un petit peu sur les personnages et les scènes et les décors et les trucs comme ça, finalement, c'est ce qui m'est arrivé dans le dernier. Je me dis, mais bon sang, c'est là, quoi. En fait, c'était là et je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire que, mais oui, ça parlait du changement. Bah oui, j'en ai la confirmation. Parce que quand je parle de ce truc-là, bah, en fait, c'est la symbolique du changement. Quand je parle de ce truc-là, bah, ça parle du changement. Il y a même des fois le mot qui sort. Mais ça, j'en ai même pas conscience. Donc c'est vraiment, la réécriture, pour moi, ça va être aller triturer cette matière brute qui est sortie de notre inconscient, aller là et aller faire en sorte que ce soit de la présenter, de la classer, de la présenter de manière convenable pour un lecteur. Se poser la question de savoir si le lecteur va pouvoir comprendre, est-ce que ça va l'intéresser, et voilà, ça va être ça le travail de réécriture pour moi. Et donc c'est un travail qui prend énormément de temps et qui demande beaucoup on va dire, qui demande une grosse méthode, encore plus que l'écriture, je pense pour moi, c'est de vraiment se poser quelle question je dois me poser par rapport à la matière brute de ma première version pour en faire quelque chose que je peux présenter au monde en étant fier de ce que je présente. Bah, pour moi, voilà, il faut que je travaille tel truc, tel truc, tel truc, que je me pose telle question, bam, bam, bam. Et moi, le but, c'est d'arriver à la fin, et ça, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai fait une formation en écriture. En fait, le but, c'était d'être capable d'être autonome le plus loin possible. C'est-à-dire d'être capable de pondre un bouquin du début à la fin, et d'arriver à la fin, le présenter à mes correctrices en disant, voilà, moi, ce bouquin, pour moi, on peut le sortir. Je peux le sortir comme ça parce que je me suis posé toutes les questions, je suis allé le plus loin possible et je me suis posé les questions qui font que normalement, en les ayant traités, sans avoir fui le truc, mais en l'ayant traité, en ayant mis les mains dans le cambouis, le bouquin, il est prêt. Et effectivement, concrètement, dans tous les derniers livres que j'ai écrits, que j'ai senti prêts, que j'ai balancés à mes correctrices, il y a eu très peu de choses à reprendre sur le plan logique. Il y a eu quelques petits passages à reprendre en termes d'écriture, des fautes d'orthographe bien sûr, parce qu'on ne les voit même plus. Euh, il y a eu des améliorations, parce qu'il y en a toujours, des détails, du style, bien sûr le style, on peut toujours le parfaire, c'est l'année final, très important aussi, mais il n'y a pas eu de grosses fautes de logique. Donc voilà, c'était ça le but, parce que le problème de l'écriture, c'est que si on n'a pas de méthode et un petit peu enfin, on s'en sort pas, c'est pas possible. Enfin, surtout, là, je vous parle de Prison Experiment, il y a quand même chaque bouquin fait, on va dire, regardez le patafar, hein, je veux dire, il fait le truc, il fait 671 pages. Si on n'a pas une méthode par rapport à 671 pages, là, c'est pas possible, on va passer 20 ans et on va arriver sur un résultat qui sera, en fait, on sait même pas de quoi on parle, quoi. Donc le lecteur saura même pas de quoi ça parle. Je continue à vous lire, je suis désolé, j'ai pris du retard. Nathalie avait raison, je parle beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas meilleure démarche tant que l'auteur écrit son livre avec passion et que ça lui fait plaisir. Oui, la passion, c'est hyper important. Par contre, sincèrement, moi, des fois, ça me fait pas plaisir d'aller écrire. Je me force, hein. Des fois, je dis, ah, il faut que j'y aille et tout machin. Et alors, c'est marrant parce que, par contre, on se force un peu parce qu'on est flemmard, on est tous flemmards. Hein. Je veux dire, voilà, hein, l'univers ne veut pas dépenser d'énergie, on ne veut pas dépenser d'énergie. Donc, ah, attends, je me tourne encore parce que Laure, elle me dit qu'on ne voit pas forcément bien. Et donc, ce que je disais, c'est que oui, non, des fois c'est douloureux, hein, l'écriture c'est douloureux, c'est pas facile. Moi, j'essaye d'avancer tous les jours sur mes projets. C'est pas facile, hein, je sais, les auteurs vous le diront. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que parfois, des moments où on est très fatigué, où on n'a pas envie, en fait, ben, on va se laisser glisser petit à petit dans l'écriture. Et il y a des trucs qui vont sortir et paf, paf. Et là, on va se dire, mais waouh, mais c'est juste super cette idée. Et heureusement que je me suis forcé à m'y mettre. Et puis en fait, le plaisir va revenir. Et puis le plaisir, il est là. Il y a aussi l'incertitude, il y a la peur, puis il y a l'envie de finir le plus vite possible. Allez, vas-y, je finis, je passe à autre chose. Puis après, il y a un autre projet. Donc c'est infini en fait. Perso, ton dernier sera mon premier de toi et j'ai hâte de découvrir ton livre livresque, Florian. Eh ben oui, Florian, bah, je sais pas si tu commences, si c'est bien de commencer par celui-là, le dernier. Bah écoute, tu fais comme tu le sens, hein. Tu fais comme tu le sens, tu me dis, hein, si tu veux commencer par celui-là ou par un autre, tu te fais plaisir. Et puis, tant que tu te fais plaisir, c'est le principal. Oui, alors vous me dites si jamais vous entendez pas bien, si ça coupe. Mes auteurs préférés, Nathalie, je suis un petit peu très éclectique aussi pour les auteurs. Euh, Forcément, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec un mélange entre côté, on va dire, ce que j'aimais par affinité, ça va être les Stephen King, ça va être les Tolkien, ça va être les Lovecraft, ça va être Edgar Poe, ça va être aussi du Dumas, et en même temps,
j'avais un côté aussi, donc ça je parle vraiment, on va dire quand j'avais 15 ans, 20 ans par là, où il y avait aussi une volonté de lire les classiques, les grands, ce qu'on appelle les grands auteurs, pour comprendre pourquoi ils sont si grands, ces grands auteurs. Et donc voilà, bon forcément je ne vais pas vous les citer, les grands auteurs français. Mais dernièrement, depuis que j'ai découvert l'audiobook, je lis beaucoup plus parce que, bah, vous le savez, bah, moi je fais un métier où je suis les yeux sur un écran et en plus quand j'écris je suis sur un écran. Donc si je peux éviter encore d'utiliser mes yeux le soir quand je lis, j'en profite. Et là vraiment, là je pars un petit peu dans tous les sens. Notamment, je sais pas, les derniers livres qui m'ont passionné. Alors j'ai, euh, par exemple, j'ai le L'Attrape-cœur de Salinger, j'ai trouvé ça démentiel, j'ai adoré. Euh, Les Misérables de Victor Hugo, j'ai trouvé ça, mais voilà, moi pour moi, c'est le maître incontesté, Victor Hugo. C'est sublime, c'est poétique, c'est une maîtrise de chaque mot, du rythme, un poète, une connaissance de tous les sujets, de tous les domaines, vraiment, mais c'est exceptionnel, exceptionnel. Dumas, en termes de construction d'intrigues, de conflits, magnifique. Euh, bon, le Comte de Monte Cristo, sublime. Voilà, les Trois Mousquetaires, sublime. Et là, voilà, là, je suis sur l'Assassin Royal en ce moment. Je découvre ça, j'adore le côté. Justement, ça me rappelle Aztec parce que, mais en mieux, parce que forcément Robin Hood et puis voilà. Mais avec ce côté justement des empoisonnements, des intrigues, je trouve ça vraiment génial. Pour le coup, elle a écrit 15 bouquins sur cette saga, c'est un truc de dingue. Euh, mais j'ai des trucs à redire quand même. Enfin, on peut en parler si vous voulez. Mais voilà, donc non, non, ça va être un petit peu vraiment. Mais quand même, moi, j'adore la science-fiction, j'adore le fantastique, j'adore la fantasy. Et vous voyez, j'écris pas là-dedans pour l'instant. Et d'ailleurs, on s'est toujours dit avec mon ami d'enfance, on devrait écrire les quêtes de jeux de rôle qu'on a faites en fantasy parce que on avait tout un monde, on avait créé un jeu de rôle avec des règles de jeu de rôle et tout. Et il faudrait que je le fasse quoi, à un moment, je sais pas. On verra. Hein, moi. Si à un moment j'arrive à m'adonner complètement à l'écriture. Alors. Je vous avais dit. Alors attendez, je reprends. Bonsoir Annie. Alors il y a des trucs qui sont effacés, donc j'ai peut-être perdu des commentaires. Ah bien sûr, on ressent bien ce que ressentent les personnages et bien détaillé, Steph. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon. En fait, j'essaye de faire ressentir les choses au lecteur. Donc voilà, vous me direz si c'est réussi ou pas. Steph, ça fonctionne pour toi, c'est génial. Franchement, merci pour ce retour. Je vous avais dit qu'il est passionné. Et voilà. Ouais, je suis vraiment tout le temps pareil. Hein. C'est un moteur diesel, c'est dur à lancer, puis après quand c'est parti, c'est parti. Mais quand on parle écriture, une écriture complexe, j'aime bien tes explications. Oui, bah oui, Laura, Laure. Alors effectivement, je pense que toutes les écritures, je dirais, ont une complexité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur, il y a quelque chose. Peut-être que moi, je fais partie des gens qui ont la démarche d'aller questionner leur écriture. C'est-à-dire que au lieu de me dire je vais livrer un produit brut et je vais venir le travailler euh, pour m'assurer qu'il soit bien écrit et qu'il soit agréable à lire, ce qui est très bien, moi je vais vraiment aller le questionner. Je vais voir, tiens, mais pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai ressenti ça, et qu'est-ce que je veux dire là, et qu'est-ce que machin. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est d'aller essayer de ramener à la conscience tout ce qui a été mis tout ce qui a été mis par l'inconscient d'une manière qui n'est pas ordonnée, parce que l'inconscient, il n'est pas ordonné forcément. Et le fait de ramener tout ça à la conscience, ça va permettre d'aller, on va dire, affiner certaines choses, aller mettre, peut-être ajouter des étapes supplémentaires s'il en manque, pour faire sens. Ça va permettre d'aller appuyer plus sur certains côtés et moins sur d'autres, et d'enlever des choses et d'en rajouter. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va permettre de se dire, mon projet est congruent, je me suis posé les questions, je suis allé chercher derrière ce qu'il y a, il tient debout, il y a des gens qui vont comprendre ça, il y a des gens qui vont comprendre ça, il y a des gens qui vont retirer ça, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Mais au moins, moi, j'ai fait mon boulot et j'estime que que j'ai mis ce qu'il fallait là où il fallait pour que, euh, pour que ça fasse sens, quoi, pour que le projet il tienne debout. Que ce soit pas une chaise à deux pieds que dès que tu la poses, elle tombe par terre, quoi. Voilà. Un plaisir de t'écouter, une belle passion. Merci Florian. Ben, je suis sûr que toi, tu es un grand passionné aussi et j'espère qu'on se verra bientôt en live pour discuter d'écriture et de lecture ensemble. Laure, Tolkien a un style très lourd. Alors c'est possible, si tu le dis, je veux bien le croire. Moi, ça fait longtemps que j'avais lu ça. J'avais Les Seigneurs des Anneaux, c'était il y a un bon moment, donc il faudrait que je reprenne ça. Merci Nathalie. Euh, Mal traduit, ah bah peut-être, ouais. Peut-être que Tolkien est mal traduit. Bah, les traductions, de toute façon, c'est tout le temps. Tout à l'heure, je parlais de l'Assassin Royal. Justement, je trouve qu'il est relativement bien traduit. Mais bon, ça, c'est le problème. Il faudrait pouvoir lire en VO, mais bon, c'est pas évident. Puis,
Moi, en tant qu'auteur, je fais le choix de lire en français même les traductions parce que j'essaye d'apprendre des nouvelles tournures, des nouvelles expressions. Et donc voilà, donc je veux pas aller bosser l'anglais en plus de ça, j'essaye de dissocier ces trucs-là. Ah bah alors, en version originale, Tolkien, bravo, franchement, t'as un super niveau d'anglais, c'est beau, c'est beau. Jacques Laurent, bonjour, merci, merci d'être là. Alors Nathalie, tu es fan, Nathalie, alors génial, écoute, tu dois être ma première et ma seule fan. Donc je suis hyper content. Ouais, j'ai une fan! Non, je déconne. Non, merci Nathalie, en tout cas. Donc merci, Nathalie, vous devez la connaître, hein, tous. Génial, hein, chroniqueuse, enthousiaste, soutien, toutes les casquettes, enfin, génial, vraiment. Alors Marie-Claire, désolé Eric, je ne connais pas vos livres, mais je vais y remédier très rapidement. Ah bah ça c'est une super idée Marie-Claire. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas à partir de quand vous êtes connecté, si vous avez un petit peu, si vous êtes arrivé au bon moment. Conan versus Xena, ouais, bah je connais pas trop Xena, j'ai vu un peu à la. Faudrait voir, ouais, justement, ça peut être intéressant. Euh, Selon comment ils exploitaient l'histoire. Marie-Claire, moi non plus, je vais vite y remédier car c'était super bien en parler, il a attisé ma curiosité. Ah bah super, bah écoute, merci Florian, tu me fais gagner des lectrices, alors là, vraiment génial. Bah écoutez, profitez-en en ce moment, un petit coup de pub. Il y a Prison Experiment qui est à 99 centimes en e-book, donc n'hésitez pas pour découvrir le truc, n'hésitez pas. T'adores les pavés, bah alors là, Marie-Claire, t'as 3 pavés, 3 bottins, tu vois. En fait, j'ai pris des bottins et puis j'ai enlevé ce qu'il y avait, j'ai changé les pages, j'ai changé ce qu'il y avait marqué dessus. Mais ouais, sur des gros trucs. Euh, Jacques Laurent, oui, les maisons d'édition trouvent encore des fautes. Bah oui, des fois on en trouve nous quand on lit un bouquin. Il peut y avoir encore une ou deux coquilles dans le bouquin. Ah, c'est dur, hein, ça c'est sûr que quand on lit, alors surtout quand on lit et puis qu'on est pris par l'histoire, on les voit plus les fautes, hein. William, oh là là, William, mais toi pareil, mais pareil, je te retourne le compliment. On va fonder une secte, la secte de l'écriture. On va faire des conférences sur le Vieux-Port, enfin sur la plage de Marseille, là, ça va être sympa. Euh, alors, est-ce que oui, alors Rachel qui me demande le prochain, donc le prochain qui sera donc le thriller ésotérique. Écoute, j'ai réfléchi comme en ce moment, je peux quand même pas mal écrire. Si j'arrive à vraiment bien bosser, peut-être que je pourrais le sortir en juillet. Mais alors bon, c'est quand même, il va falloir bosser, hein. On va voir. On va voir. Est-ce que je vais réussir à faire une V1 qui sera suffisamment avancée, aboutie? Est-ce que je vais réussir à faire bosser ma femme pour la relecture? Parce que tant que ça dépend de soi, ça va, hein, mais bon, dès que ça dépend des autres, là, c'est plus compliqué. Bim, bim, tchac, 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 tchac. Ok, ok. Ok, si tu veux, Florent, pas de problème. On peut parler comme ça, on peut se faire des bim, bim, tchac, ça peut être sympa. Il y a toujours une femme pour nous donner un avis, oui, et puis des avis féminins, j'adore. J'adore, parce que j'adore. J'ai une grande confiance dans les avis féminins. Merci Caroline, merci d'être venue. Alors, le prochain sera un shot. Oui, Rachel, effectivement, j'ai fait une trilogie, j'ai fait une saga, j'ai 3 tomes. Je ne veux pas vous dire combien j'en ai prévu parce que sinon vous commencerez jamais à lire le premier. Non, on n'est pas sur 15, hein. Je ne vais pas faire comme Robin Hood, comme pas Robin Hood, Robin Cobb, c'est ça, je crois. Euh, donc, le prochain sera un one shot. Oui, je vais essayer de faire des one shots maintenant parce que ça permet de changer d'univers à chaque fois, ça permet de partir sur différents trucs, ça permet de tester plusieurs genres. Euh, et puis, et puis quand on fait une trilogie ou une saga, il y a quand même beaucoup plus de boulot. Il faut vraiment faire une cohérence entre les tomes, il faut faire vraiment préparer en amont les choses qui vont être utiles plus tard. C'est hyper intéressant en termes de construction. Ça demande beaucoup plus de boulot. C'est pas forcément facile à marketer parce que bah, quand on sort un tome 2 et qu'on est là sur Facebook, bon, j'ai sorti mon tome 2. Puis les mecs ils font attends, le tome 2 de quoi? Ouais, le truc, le bouquin que tu as sorti il y a 15 ans là. Ouais, non, mais laisse tomber. Moi, j'ai pas le temps de lire un tome 2, machin. Alors quand on parle de tome 3, tome 4, c'est plus difficile. Donc je pense que je vais faire un petit peu de légèreté et des one-shots. Mais c'est bien parce que qui peut le plus peut le moins. Donc le fait d'avoir fait, on va dire, des séries qui étaient assez complexes à faire, ça va peut-être me permettre de trouver un one-shot plus simple à réaliser et donc peut-être plus court aussi à réaliser. On verra. Bon, c'est pas une course, hein. Il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre, quoi. Bonsoir Clarence, c'est sympa de passer. Alors, Laure, 5000 mots de synopsis. Ah, tu m'étonnes que tu fasses des pavés. Ouais, bah oui, parce que oui, j'ai poussé le synopsis un petit peu loin, effectivement, pour essayer de voir si ça fonctionnait.
Ouais, mais bon, effectivement, c'est une bonne question, Laure. Est-ce que je vais réussir? Je vise pour le prochain, je vise, on va dire, 80 000 mots. Est-ce que je vais réussir à les tenir? Selon mon pote scénariste avec qui j'ai fait la formation, il m'a dit, ah, t'as pris l'habitude d'écrire des pavés maintenant? Bon, on va voir. Je vais essayer. Je vais essayer. Rachel, tu as travaillé les attributs de Coco. Euh, Rachel fait référence au héros du dernier, là, à qui pensez-vous qu'on fait l'amour, qui est donc cette espèce d'anti-héros addict à l'interdit qui, on va dire, dès qu'il commence à ouvrir la porte de l'interdit, il va l'ouvrir, mais d'une manière où en fait même lui, il va se faire balayer par le courant d'air qui va en résulter en fait. Ça va aller très très loin. Donc non, j'ai pas travaillé, non, j'ai pas travaillé les attributs de Coco. Effectivement, on aurait pu en parler, savoir pourquoi il a tant de succès avec les femmes. C'est une bonne question. Non, mais par contre, tous les personnages autour sont travaillés, notamment quand tu penses les bijoux, euh, les tatouages, les trucs comme ça. Et tout ça, c'est travaillé, Rachel. On pourra en parler si tu veux. Ouais, la Belgique qui est avec nous, avec Clarence, il y a la Belgique quand même. Vous imaginez, Marseille-Belgique, ça fait plus de 1000 kilomètres quand même. C'est beau là. En plus, c'est international du coup. Donc là, on est dans une conf internationale. Donc c'est vraiment génial. Prof de français ou philo, nous aurions tous été captivés. Alors, Laure, j'aime bien ta façon de travailler. Bah écoute, je te remercie, Laure, c'est super sympa. Faudra que tu me racontes toi aussi du coup comment tu travailles, parce que c'est sympa de confronter un petit peu et de comparer un petit peu les différentes manières. Merci Florence pour le compliment, les livres sont aboutis. Bah écoute, j'essaye. En tout cas, j'essaye d'aller le plus loin possible. Euh, je pense que la meilleure pub, c'est qu'on puisse avoir en tant qu'auto-édité, c'est la qualité d'un livre. Alors c'est pas pour ça que j'essaye de. Je pense qu'on essaye tous, hein, tous les auteurs qui sont présents sur ce groupe, on a vraiment. Et je trouve dans l'auto-édition en général, vraiment les gens essayent de faire un boulot abouti. Ils payent des correcteurs, ils payent des illustrateurs pour les couvertures. Enfin c'est super. Je trouve qu'il y a vraiment dans le milieu de l'auto-édition en France, il y a déjà une super ambiance, une super entraide et des gens qui essayent de faire un super boulot. Donc c'est génial. Quand il y a une bonne comme ça, une bonne vibration, on peut aller très loin. On peut aller très loin. Et Florian qui propose de faire un live sur ce groupe, et vous qui venez faire un coucou, et puis d'autres lives, tous les lives qu'il y a eu cette semaine, et puis quand on se voit aussi, je vous engage, dès que Livre Paris recommencera, si l'an prochain il a lieu, à monter à Livre Paris, venez au salon, venez au stand Amazon, rencontrer les auteurs publiés, on se retrouve pas mal là-bas. Ou alors sur d'autres stands où on fait des dédicaces, des trucs. Vous verrez, il y a une super ambiance, c'est vraiment génial. Là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment génial. Donc la phase réécriture, ouais, bah, c'est pas facile, Florence. Effectivement, c'est pas facile, hein, se poser les questions. Puis quand est-ce que je m'arrête, où est-ce que je m'arrête, jusqu'où je vais, la réécriture, c'est pas facile. De toute façon, l'écriture, c'est pas facile, c'est génial, mais c'est pas facile. Rien n'est facile de toute façon. Et je pense que tout demande du travail. Et quand on voit un petit peu les gens, les quelques personnes qui ont réussi, on va dire, à, à créer des œuvres qui. Je reviens par exemple sur l'Assassin Royal de Robin Hobb, ou alors je vais l'appeler de tous les noms possibles hein, ce soir. Faites pas gaffe. Elle s'appelle Robin, voilà. Et puis le nom de famille on oublie. Mais Game of Thrones, enfin vous imaginez voyez la vie de ces gens-là, voyez le travail qu'ils ont fait pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de secret quoi. De toute façon, je pense qu'il faut se retrousser les manches et avancer. Et les étapes se font petit à petit, quoi. On avance petit à petit. Et c'est génial, c'est le chemin. Et moi, justement, je reparle d'Anaël Verdier, qui est mon coach d'écriture. Un lecteur à la fois, bah oui, une page à la fois, un mot à la fois, un lecteur à la fois. Euh, ces temps-ci, pas facile d'écrire, rime. Bah, parfois, c'est pas évident, hein. C'est ça, il faut se forcer un peu. Mais comme je disais, quand on se force à écrire, des fois, il y a des super trucs qui sortent, alors que des fois, on est en super forme, on a envie, puis c'est plat. Donc voilà, c'est marrant, hein. Voilà, c'est ça, le plaisir d'écrire vient en écrivant, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, je suis d'accord. Euh, alors Rachel, pour le moment, mon préféré est Prison Experiment, j'ai adoré, et pourquoi j'attends ton prochain avec impatience? Bah oui, alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est offrir le même type d'émotion dans mes différents livres. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on se dise à un moment, bon bah tiens, je vais tester je vais prendre le nouveau livre d'Eric parce que je sais que je vais trouver du rythme, un truc où j'ai envie d'aller à la fin, des messages, euh, des, euh, des descriptions, ceci, des trucs, des machins, des bidules. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est
Mais c'est. Ah, en même temps, quand tu me dis j'ai adoré Prison Experiment, tu vois, j'ai une petite nostalgie parce que je me dis, ah bon sang, il est derrière ce projet, tu vois. C'est un projet de fou, c'est un truc qui m'a pris des dizaines d'années. Mais il y en a d'autres. Et justement, le fait qu'il soit justement là, mais il est pas derrière, il est présent, mais le fait qu'il soit là, qu'il existe, ça va laisser la place au futur projet. Et ça, c'est super. C'est super parce que le meilleur est devant, le meilleur est à venir. Avec l'audiobook, on lit moins vite. C'est possible. Moi, je lis très doucement parce qu'en fait, Florence, parce qu'en fait, j'analyse tout ce que je lis à fond, les mots, les phrases, la construction de l'intrigue. Enfin, donc, je lis vraiment très lentement. Donc, en fait, pour moi, l'audiobook, quand je me mets en vitesse 1, il est très, ça, c'est très bien. Parfois, des fois, tu te déconcentres, tu oublies, donc tu es obligé de venir en arrière, mais ça t'arrive aussi quand tu lis, des fois, tu penses à autre chose. Et par contre, en audiobook, tu peux choisir la vitesse. Enfin, avec Audible, tu peux te mettre à 1,3. J'ai des copains qui lisent en 1,3. Donc, ça peut être. Le 19e, ce sont les rois, des rois, des rois. Tu parles des auteurs du 19e, peut-être, Laure. Robin Hobb, ouais, c'est ça. Merci, Florence, tu me confirmes le. Ouais, merci, vous m'avez confirmé le truc. Euh, Ouais, ouais, c'est ça, un Toulonnais, mais bon, mon père est marseillais, ma grand-mère est marseillaise, bon. Alors, du coup, ah bah merci Rachel, merci hein, pour... ah bah voilà, bah, j'ai deux fans, voyez un peu, et alors là, je vous prends comme témoin, il y a Nathalie Millet et Rachel Hack, j'ai deux fans dans le groupe, et là c'est génial, parce que tu vois, il paraît que quand on a 1000 fans, on peut vivre de l'écriture. Donc j'en ai plus qu'à trouver 890, 998, et c'est bon. Euh, alors, je vais le prendre le dernier TPE car petit changement, je veux voir ça. Bah attends, ouais Nathalie, mais on se MP, on se MP. Euh, alors, Christine, chouette, je vais profiter de cette offre pour découvrir ton univers. Bah écoute, super Christine. Franchement, n'hésite pas. Viens découvrir Prison Experiment. En plus, je te dis, j'ai repris un petit peu quelques petits trucs, surtout à la fin, mais même un petit peu au début. Et puis comme ça, tu verras si ça te plaît ou pas. Et puis tu me tiens au courant sur un petit message pour me dire. Bon, à part si t'aimes pas, hein. Non, 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 même si t'aimes, même si t'aimes pas, tu peux me le dire. Comme ça, tu me diras pourquoi t'aimes pas, et puis je la mettrai après. Rime, ah bah merci, super, écoute, génial. Tu vois, Florian, c'est super, tu me fais gagner des lectrices, donc génial. Euh, les trilogies demandent plus de boulot, bah oui, forcément. Non, 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 c'est fini, 800 pages. Non, 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 non. 80 000 mots en langage normal, ça veut dire 400, 450 pages. Je trouve que ça peut être une bonne taille pour un bouquin. 400. À partir de 350 pages, je pense mal. Euh, ok, merci pour le lien, Florian. Merci d'avance pour le lien de l'or. Pour Prison Experiment, tu avais travaillé ta couve avec Mathieu. Pour le prochain, tu sais avec qui tu vas travailler? Oui, merci pour cette question, Rachel. Justement, je me suis posé la question cette nuit. Je me dis, je fais un thriller ésotérique, c'est-à-dire, c'est un petit peu, je pense effectivement au travail de Mathieu Bazzetto, au travail de Jacques Vendroux aussi également. Donc effectivement, bah, j'hésite. Est-ce que j'en parle à Mathieu? Je lui propose. Mathieu est très pris. Je sais qu'il a beaucoup de boulot, mais je pense qu'il pourrait trouver un petit moment. Et ce que j'aime avec Mathieu, c'est que en 3 lignes, tu lui expliques ton histoire et il a une espèce de vision. Là, tu vois son regard là, pouf, qui fuit là d'un coup là comme ça, puis il dit ah ouais non mais j'ai une idée. Bam. Et là il te pond un truc et là tu fais ouais, d'accord, c'est juste super, tu vois. Alors après il y a des allers-retours pour améliorer, changer un peu les couleurs et tout, mais en gros le truc est là. J'ai un autre copain qui travaille très très bien, qui s'appelle Julien Lenne. L-E-S-N-E. Je lui ai fait un petit coup de pub sur Facebook. Il est sur Facebook. Vous pouvez regarder, c'est lui qui m'a fait toutes les couvertures d'Aztec. Il m'a fait la couverture de À qui pensez-vous quand vous faites l'amour. Il travaille différent de Mathieu. Mathieu, lui, il fait plutôt de la superposition d'images, de la retouche d'images, des trucs comme ça, qui fait des résultats très, on va dire, très, très réels et très sympas. Julien, lui, il fait ça, mais il est vraiment illustrateur à part entière et il fait pas mal de compositions, vraiment de création. Il va vraiment dessiner et tout, donc c'est un autre délire. Et je ne sais pas trop de ces deux personnes à qui je vais proposer de faire la couverture du prochain. Ça va pas être facile de choisir en fait, je pense. Parce qu'ils sont tous les deux super. Ils sont tous les deux super, ils sont tous les deux passionnés. C'est pas évident. Rendez-vous pris pour 2021 à Paris. Bah ouais, on devait se voir cette année à Paris. Et donc bah, j'espère que l'an prochain, il n'y aura pas de confinement et qu'on pourra se voir. Coucou Brigitte, coucou, bienvenue, merci de passer nous faire un coucou. Tous à Paris en 2021, ouais. Et puis Florian, tu peux en profiter pour refaire une pub sur les groupes de Marseille, parce que bon, bah, nous, franchement, ça serait moins loin de le faire sur Marseille, donc on va organiser, on va faire le maximum sur Marseille aussi, hein. Salut Virginie, bienvenue, merci d'être là avec nous.
Alors, il y a des timides, bah ouais, j'espère qu'il y a 898 timides, Rachel. Tu crois que c'est Rebecca qui t'a corrigé? Oui, Rebecca, elle m'a corrigé sur Prison Experiment et elle a été géniale parce que c'était pas évident, parce que gros patafard, il fallait suivre sur 3 tomes l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire, il fallait faire des liens entre les chapitres, entre les intrigues, entre différents tomes, donc c'était pas évident. Elle a été là, elle s'est pas découragée, c'était long. Et ça m'a vachement apporté parce que une fois que mon projet était abouti, je lui envoyais à elle et elle me renvoyait chapitre par chapitre corrigé et je retravaillais chapitre par chapitre. Donc ça a permis de refaire une surécriture, on va dire, finale, que depuis j'ai encore retravaillé forcément. Ouais, c'était Rebecca, effectivement, je sais qu'elle a travaillé avec toi, Virginie. Rebecca Greenberg, qui est donc auteur, qui a fait un super bouquin qui s'appelle Le fil d'argent, je vous engage vraiment à aller voir, qui parle de voyage dans le temps, de décorporation, des trucs comme ça, c'est des thématiques vraiment sympas, et qui fait un super travail de correctrice. Et Shtiza, CRLS, qui est parmi mes amis Facebook, je peux vous donner son contact, qui cherche actuellement à corriger, à faire bêta lectrice de certains bêta lectrices des livres. Et donc, les auteurs qui sont sur cette page, si vous avez besoin d'une correctrice qui est super également, euh, comment on dit, j'ai perdu le terme, qui ne se fait pas payer, il y a Shtiza. Donc, venez m'envoyer un message et je vous mets en contact avec elle. Elle est super, elle m'a corrigé le dernier, et c'est super aussi, quoi. Florian, moi aussi je suis fan et je ne t'ai pas encore lu, alors imagine après. Bah écoute, ouais, bah, j'espère que tu vas lire le bon bouquin alors, hein, parce que donc bah oui, donc il n'y a plus que 897 femmes à trouver. Fans. Oula, non, parce que si ma femme m'entend, si je dis qu'il faut que je trouve 897 femmes, ça va pas aller. Euh, je viendrai à Marseille. Ah bah oui, et puis Nathalie, toi, bah oui, c'est ça. En plus, comme ça te donnera une excuse pour aller sur Villefranche. Ouais, voilà, bah oui, parce que Florence, t'es pas très loin, toi non plus, je crois. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Bah, je vous remercie vraiment d'avoir été là. C'est hyper sympa. Je vous remercie pour vos questions, pour toutes vos petites phrases, pour vos encouragements. Voilà, c'était vraiment super. J'espère que vous passez un bon moment également. Euh, Ouais, un joli lapsus, effectivement. Et puis Florian, merci d'avoir organisé ça. Si vous avez une dernière petite question, n'hésitez pas, hein. Il y a encore une petite minute ou deux, si vous voulez qu'on fasse ça. Sinon, bah écoutez, voilà, une pensée pour vous, hein, enfin pour tout le monde, hein, pour ce confinement. Bah, j'espère que ça nous force un petit peu. Moi, je me dis en ce moment, le confinement, ça force un petit peu à arrêter un petit peu tout ce mouvement qu'on a cesse autour de nous. On est toujours en train de courir, de faire 15 000 trucs en même temps, voilà, d'aller partout. Et je trouve que c'est peut-être ce côté justement de se dire ah ben là, on est un peu obligé de se poser, quoi, et ça peut être cool parce qu'en fait, on n'a peut-être pas suffisamment de temps pour se poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait. Tiens, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'avance dans la bonne direction? Est-ce que euh, voilà, par flemme, on ne le fait pas forcément. Donc ça peut être le moment. Donc je veux vraiment, prenez soin de vous, reposez-vous, passez du temps avec vos proches, avec ceux que vous aimez, faites-vous des bons petits plats, faites-vous des bons films, lisez des bons bouquins, avancez sur vos projets, avancez sur vos passions. Voilà, je dirais c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer pour cette fin de live. Voilà, bah oui Virginie, n'hésite pas à revenir en arrière. Les 10 premières minutes, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas dit grand-chose le temps que ça se lance, mais après, tu verras que je me suis enflammé et puis c'est parti, quoi. Voilà, bah écoutez, un grand merci à tous, bisous à tous, et puis prenez soin de vous, et puis à très tôt, n'hésitez pas, à très bientôt, par message, sur les réseaux, par mail, partout, quoi. Voilà. Allez, et dans les salons. Et oui, et puis Lizzie du Costa, bah oui, forcément. Bah, j'espère que là, je vous ai convaincu quand même. Allez, ciao, ciao, je coupe la vidéo.